L'utilisation de l'Internet nous est familière, quoique la valeur éducative et les possibilités pédagogiques de ce réseau restent souvent méconnues, surtout des apprenants. Il convient de faire en sorte que l'attrait naturel des enfants pour Internet puisse être utilisé à des fins d'apprentissage. Montrer aux apprenants que l'Internet qu'ils utilisent à des fins ludiques peut également être utilisé pour rechercher, apprendre et faire peut-être des exercices. Connexion positive, c'est ce dont nous allons discuter dans ce numéro et c'est avec professeur Kossi Attionouglou. Au sommaire de ce numéro, nous recevons dans le salon Digit Kossi Attionouglou. Il est le directeur du système d'information à l'Université de Lomé. Il nous parlera de l'utilisation positive de l'Internet. La start-up de ce numéro nous amène à la découverte d'une application, une solution révolutionnaire qui permet aux éleveurs laitiers de gérer efficacement leurs troupeaux et leur production. Le Top Chrono a enregistré de nouvelles questions et pour finir, notre numéro, le cyberalerte, et tout ceci en 26 minutes. Nous recevons dans le salon Digit professeur Kossi Attionouglou. Il est le directeur du système d'information à l'Université de Lomé. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Nous voulons attirer l'attention notre attention, j'allais dire, parce que nous sommes tous des utilisateurs de l'Internet. Alors, professeur, est-ce qu'il est possible d'apprendre avec Internet? Oui, c'est une question vaste, complexe aussi. On peut apprendre avec Internet, mais il faut savoir que l'Internet regorge de nos jours beaucoup d'informations. Des informations biaisées, des informations non vérifiées et autres. Donc on peut apprendre avec Internet, mais en suivant certaines consignes, en étant guidé. Oui, qu'on peut apprendre avec Internet. Je procède comment? Alors, pour apprendre avec Internet, nous savons qu'il y a certains contenus qui sont mis en ligne. Il y a les contenus pédagogiques ou bien les plateformes pédagogiques. Si vous prenez les plateformes pédagogiques, ce sont des contenus qui sont déjà vérifiés et classés dans l'ordre hiérarchique pour apprendre par niveau. Là, ce sont des contenus qui vous permettent par exemple d'apprendre comme vous faites par exemple les cours à l'école. Maintenant, si vous allez sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes, vous allez voir qu'il y a des vidéos ou bien des informations qui sont données pour apprendre ou bien pour avoir certaines informations, pour voir par exemple comment est-ce que je peux brancher une ampoule ou bien faire autre là. Mais il y a des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc en ayant un minimum de connaissances déjà avant d'aller sur Internet et en cherchant à avoir aussi à vérifier les informations. Professeur, sur le plan pédagogique, je suis élève, qu'est-ce que je peux faire avec Internet? Vu que notre cible, c'est les apprenants, on veut leur dire que l'Internet n'est pas que ludique, mais on peut l'utiliser à bon escient pour pouvoir peut-être apprendre ses leçons. Lorsque, par exemple, un apprenant, il prend par exemple l'ordinateur pour apprendre, bien le téléphone pour apprendre sur Internet, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il y a des questions qui sont données normalement au niveau de son enseignant. Qu'il y a des questions. De ces questions-là, il peut les poser sur Internet et retrouver des réponses quand même qui sont très, par exemple, à ces questions-là. Il peut maintenant chercher à découvrir beaucoup plus d'autres éléments qu'il peut poser en classe ou bien faire part à son enseignant qui peut le recadrer pour dire, bon voilà, telle information elle est juste ou bien telle information elle est donnée, mais il y avait ceci. Je vous raconte par exemple quelque chose qui s'est passé, je pense que ça doit être dans les années 2014. Vous savez, il y a un problème de relativité restreinte où il y a des éléments qui étaient sortis sur Internet pour vous dire qu'il y avait des particules qui ont des vitesses plus élevées que la lumière. Alors qu'on sait que la lumière, la plus forte vitesse, c'est la plus grande vitesse dans le monde. Donc, ce truc était sorti, mais moi qui étais un enseignant, je ne l'avais pas su.
C'est un étudiant qui m'avait posé cette question-là et je lui avais dit que non, ce n'est pas vrai au niveau de ça. Et il m'a dit que oui, donc comme je faisais le cours de relativité, il était parti sur Internet et en faisant ça, il a trouvé qu'il y a des particules. Après, on avait vu qu'en fait, c'était des expériences qui étaient faites en Europe en ce temps, réellement, mais sauf qu'il y avait certains câbles qui n'étaient pas branchés lorsqu'ils avaient fait les mesures. Et donc après, ils ont corrigé ça après. Ce sont des éléments réels. Donc ça veut dire que les élèves, en allant sur Internet, peuvent chercher à voir les éléments pour voir les contenus qui sont très à leur cours. Donc, en posant des questions, ils peuvent arriver à faire. Et d'autres, comme les apprentis aussi, peuvent trouver des éléments là-dessus. J'étais la dernière fois, l'an passé, en Chine. Le TikTok que moi j'ai vu, il y a des restrictions à chaque niveau. C'est ça qui manque, par exemple. Comment faire pour que les élèves puissent avoir accès à des contenus qui leur sont dédiés et comment il faudra les utiliser, outre tout cela. Ça nécessite aussi le recadrage des parents et aussi des enseignants. Professeur, merci pour toutes ces explications. Mais avant de passer à notre prochaine question, je vous invite à suivre avec moi ce tuto qui est même réponse à ce que nous disons ici pour dire qu'on peut vraiment, réellement apprendre avec Internet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser Internet et les réseaux sociaux pour apprendre. Internet, c'est comme une gigantesque bibliothèque ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux y trouver des cours gratuits, des vidéos, des articles et même des profs qui partagent leurs astuces. Les réseaux sociaux comme YouTube, LinkedIn, TikTok ou même X regorgent de contenu éducatif. Et je vais vous en donner quelques exemples. YouTube. Si vous avez besoin d'un tutoriel rapide, YouTube est votre ami. Vous pouvez par exemple apprendre l'infographie, les recettes de cuisine, le sport, bref, les possibilités sont illimitées. Pour s'éduquer et s'informer, des chaînes comme Crash Course et TEDx proposent des vidéos éducatives de qualité. Vous avez aussi Nota Bene pour l'histoire, Sciences étonnantes pour la science, les bons profs pour des cours scolaires, MicMaths pour les maths, Doc7 pour la culture générale, et j'en passe. Vous pouvez aussi recevoir les épisodes de Espace Digit sur la chaîne YouTube de la télévision togolaise ou même consulter Elvis Dorkeno pour les astuces tech et informatiques. Ensuite, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas juste pour les selfies. Ils peuvent aussi être de puissants outils d'apprentissage. Avec LinkedIn, rejoignez des groupes professionnels et suivez des influenceurs pour des conseils de carrière et des tendances dans votre domaine. Et avec LinkedIn Learning, accédez à des cours professionnels et développez de nouvelles compétences. Et même avec Facebook, rejoignez des groupes axés sur vos centres d'intérêt pour participer à des discussions et partager des ressources. Sur Instagram, vous pouvez suivre des comptes éducatifs qui partagent des infographies, des vidéos explicatives et du contenu inspirant. Vous pouvez aussi apprendre une nouvelle langue grâce à Internet. Installez Duolingo pour apprendre de nouvelles langues, par exemple l'anglais, qui peut vous ouvrir des opportunités ou booster votre carrière. Il y a aussi des plateformes comme italki ou par appel vidéo, vous avez accès à des cours particuliers de langue anglais, espagnol, allemand avec des professionnels partout dans le monde. Ils peuvent même vous aider à préparer des examens comme le TOEFL. Maintenant, nous allons voir comment un étudiant ou un professionnel peut utiliser Internet pour ses études ou sa formation. Je vais vous donner quelques exemples et quelques ressources. Vous avez les plateformes de cours en ligne, Coursera, EDX, Udemy. Ces plateformes offrent une large gamme de cours dans divers domaines, allant des sciences, en l'art, à passant par la technologie. Ces plateformes proposent souvent des cours dispensés par des universités et des experts renommés. Vous pouvez en obtenir des certifications professionnelles ou des crédits universitaires. Vous avez aussi Khan Academy qui propose des leçons gratuites en mathématiques, sciences, informatique et plus avec des vidéos explicatives et des exemples pratiques. Vous avez aussi Open Classroom, FUN qui veut dire France Université Numérique, Skilleos, etc. Ensuite, vous avez les articles et les ressources en ligne. Wikipédia est un bon point de départ pour obtenir un aperçu général d'un sujet. Vous avez Google Scholar qui permet d'accéder à des articles de recherche et d'applications scientifiques pour des recherches plus approfondies. Vous avez aussi le projet Gutenberg
qui est une bibliothèque en ligne de livres gratuits et du domaine public, utile pour les études littéraires. Ensuite, il y a plein d'outils numériques que vous pouvez utiliser pour mieux vous organiser. Téléchargez des applications comme Notion pour gérer vos notes, Trello ou Asana pour organiser les tâches et les projets scolaires, Quizlet pour des fiches de révision, Forest ou Pomodoro pour rester concentré sans scroller ton téléphone toute la journée. Voilà, vous savez maintenant comment transformer Internet et les réseaux sociaux en super outil pour vos études et vos formations. Nous parlons de la connexion positive. Alors, professeur, un conseil à l'endroit de nos apprenants? Oui, un conseil à l'endroit de nos apprenants et puis de nos parents aussi, ou bien de nos frères et sœurs aussi. Bon, pour les apprenants, il faudra que nous arrivions à savoir que nous pouvons utiliser nos terminaux, c'est-à-dire téléphone, tablette, ordinateur, tout ça là, pour nous aider à acquérir d'autres informations nous permettant de nous performer, qui nous donnent des informations, mais des informations complémentaires. Donc, c'est de chercher des informations complémentaires, non de dire que moi, j'apprends 100% avec Internet. Maintenant, l'autre chose, c'est que les parents ou bien les tuteurs aussi doivent aussi accompagner les apprenants à mieux utiliser ces terminaux, la connexion Internet. Il faudra les encourager, regarder ce qu'ils font, participer des fois à ce qu'ils font et regarder bien, de telle façon que ça puisse être bénéfique pour toute la société. Merci, professeur, d'être passé dans le salon digital. Je rappelle que vous êtes directeur du système d'information à l'Université de Lomé. J'espère que nous allons vous retrouver dans un autre numéro. Je vous remercie sincèrement pour nous avoir invités sur ce thème et c'est avec un plaisir que nous allons revenir sur d'autres thèmes ou bien pour approfondir. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une plateforme, pas n'importe laquelle, ça s'appelle Latify. Latify a pour mission de moderniser le secteur laitier africain. Mais comment? En introduisant des outils numériques qui optimisent la production, la conservation et la commercialisation. Une idée originale de Parfait Toké, Parfait d'ailleurs, sélectionnée au JTEX Africa. Parfait, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais super bien, merci. Latify qui est sélectionné au JTEX Africa, le plus grand salon de la technologie, non seulement, mais du start-up. Et ça se passe du 14 au 16 avril prochain, donc dans un mois à Marrakech. Alors, c'est quoi Latify? Merci. Latify, c'est une solution technologique qui permet de faciliter la production laitière depuis le champ de production jusqu'à les clients finaux. Donc, au niveau de Latify, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une plateforme web qui permet de pouvoir faire la gestion du stock de lait qui est produit par les producteurs. Nous faisons également le suivi de la production. Comment? Par exemple, sur le champ, si nous avons une vache qui a produit du lait, on sait la quantité que la vache a produit. Et c'est pour cela que Latify met en place des capteurs. Et ces capteurs, ce sont des capteurs de température qui permettent d'avoir les températures des animaux. Donc, en cas de perte en vie des animaux, là, on pourrait avoir une idée de ce qui a fait de telle sorte que l'animal est mort. Et donc, avec ces données, nous utilisons de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les données et produire des soins, des meilleurs soins aux animaux. Et ces mêmes capteurs permettent de pouvoir retrouver des animaux même en cas de perte. Parce que ça arrive que sur le champ de production, les animaux se perdent. Donc là, avec les capteurs, on pourra facilement retrouver ces animaux. Donc toujours avec la plateforme, il y a aussi la commande. Les clients peuvent commander déjà du lait bien avant même la production. Donc une fois que le lait est disponible, on peut facilement aller les livrer. Donc vu que parfois sur les champs de production, il n'y a pas de connexion Internet, nous avons une application mobile de Latify qui permet de faire la gestion du stock même hors connexion. Donc là, une fois que les pasteurs sont connectés, les données sont automatiquement synchronisées avec notre base de données en ligne. Comment vous est venue cette idée? Il faut dire que déjà au Togo ici, la production du lait, nous consommons beaucoup de lait, sauf que la plupart du lait nous vient de l'extérieur. Donc le lait que nous produisons chez nous-mêmes ici, parfois c'est juste la consommation locale. Nous ne traitons même pas ce lait. Mais les études ont montré qu'en 2023, plus de 57 milliards de litres de lait sont produit au Togo ici. Sauf que cette quantité qui est produite, bon, on se demande s'il y a cette quantité qui est produite en 2013, comment ça se fait que le Togo même ne consomme pas ces laits et que nous consommons toujours de l'extérieur?
Et là, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, pourquoi ne pas numériser ce domaine? Donc, ce qui nous amène maintenant vers Latify. Je suis productrice de lait ou agricultrice ou éleveur. Je fais comment pour m'inscrire sur Latify? Comment se présente la plateforme? Nous avons notre site vitrine où vous pouvez voir nos contacts. Actuellement, l'inscription n'est pas encore une inscription grand public. Vous ne pouvez pas venir sur la plateforme, vous inscrire, mais avec l'équipe qui est derrière, vous pouvez faire une demande pour qu'on puisse vous installer, pour que vous puissiez faire le test. Okay. Oui, donc actuellement, nous sommes toujours en MVP, donc nous testons toujours le produit. Vous êtes sélectionné au JT Africa, pas n'importe quel salon, le plus grand salon de rencontres start-up. Comment est-ce que vous préparez la chose? C'est une grande fierté pour l'équipe parce que déjà, c'est une équipe remplie de jeunes. Et quand je dis jeunes, on est tous très jeunes. Moi déjà, en tant que cofondateur, gestionnaire de projet au niveau de Latify, il y a les autres jeunes. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir aller au plus grand salon de présentation des startups africains et de présenter également le projet en vue de trouver d'autres investisseurs, d'autres partenaires pour pouvoir faire booster le projet. Merci beaucoup, parfait. Ok. Je rappelle que vous êtes le fondateur, l'initiateur de Latify, cette plateforme-là qui promeut le secteur laitier. Vous êtes donc le start-up de ce numéro. Très bon vent à ce salon parce que vous portez le drapeau togolais. On vous souhaite très bonne chance. D'accord, merci beaucoup. C'est le top chrono de ce numéro et comme d'habitude, les précédentes questions et réponses, c'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je veux savoir comment retrouver le mot de passe de mon compte email après avoir oublié. Et de deux, comment retrouver un fichier que j'ai malheureusement supplié dans mon portable. Merci. Bonjour Patrick. Il peut arriver à tout le monde d'oublier son mot de passe et c'est tout à fait normal. Voici quelques étapes pour t'aider à retrouver ton mot de passe. Première étape, rendez-vous sur la page de connexion. La plupart des sites web et des services en ligne ont une option mot de passe oublié sur leur page de connexion. Clique dessus pour démarrer le processus de récupération. Deuxième étape, entre ton adresse email ou ton nom d'utilisateur. Le service te demandera généralement l'adresse email ou le nom d'utilisateur associé à ton compte. Troisième étape, vérification. Tu devras peut-être vérifier ton identité par le biais d'un email de récupération, d'un numéro de téléphone ou de questions de sécurité. Et tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les instructions pour y parvenir. Par exemple, un email de réinitialisation peut être envoyé à ton adresse de récupération et là, tu suis les instructions dans l'email pour réinitialiser le mot de passe. Aussi, certains services permettent d'avoir un code de réinitialisation par SMS. Et tu peux être invité à répondre à des questions de sécurité que tu as définies à l'avance au cours de la création de ton compte. Et la quatrième étape, c'est la réinitialisation. Tu vas donc pouvoir définir un nouveau mot de passe. Et voilà, au lieu de souffrir à te rappeler l'ancien mot de passe, tu viens de définir un nouveau mot de passe que j'espère que tu ne vas plus oublier. Et si cette option ne marche pas, ou si tu as des difficultés, n'hésite pas à contacter le service client. Il se fera un plaisir de t'aider, surtout si c'est un service payant. Une autre astuce, le gestionnaire de mots de passe. Pour éviter d'avoir à se rappeler des dizaines de mots de passe, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe qui s'occupe de générer, sauvegarder et sur les sites, renseigner les mots de passe à votre place. Par exemple, vous avez Dashlane, Bitwarden qui sont gratuits, l'application Password gratuite sur les appareils de Apple et l'excellent OnePassword qui est payant. Vous avez aussi les passkeys qui vous permettent sur vos appareils de vous connecter à un site ou à une application en utilisant votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale au lieu d'avoir à rentrer un mot de passe. J'espère t'avoir répondu Patrick. Merci et à bientôt. Bonjour, je suis WhatsApp C. Et ma question est la suivante. Comment reconnaître les fake news sur l'Internet? WhatsApp, c'est une question très pertinente que tu viens de poser. D'abord, c'est quoi une fake news? Eh bien, une fake news, c'est une information fausse ou trompeuse diffusée volontairement ou non, souvent sous forme d'articles, de vidéos, de posts pour influencer ou juste désinformer les gens. Déjà, la première chose que je peux te dire,
méfie-toi de toutes les informations provenant des réseaux sociaux. Les posts Facebook, TikTok, les images transférées des centaines de fois sur WhatsApp. Non seulement il faut s'en méfier, si toi aussi tu les partages aveuglément, eh bien, tu participes à la désinformation. Maintenant que c'est dit, voyons quelques moyens de reconnaître une fake news. Consultez plusieurs sources. N'hésitez pas à googler vous-même, comparer l'information avec celle d'autres médias fiables pour voir si elle est corroborée par plusieurs sources indépendantes. Assurez-vous que l'information provient d'une source fiable et reconnue. Et vérifiez l'URL du site web car certains faux sites imitent les adresses des sources légitimes. L'orthographe et la grammaire. Les fake news contiennent souvent des erreurs grammaticales ou d'orthographe. Les journalistes professionnels veillent à ce que les articles soient correctement rédigés. La date de publication. Assurez-vous que la nouvelle n'est pas vieille ou hors contexte. Les fake news peuvent utiliser d'anciennes informations pour vous tromper. Et les titres sensationnels. Méfiez-vous des titres trop accrocheurs ou scandaleux. Les fake news utilisent souvent des titres sensationnels pour attirer l'attention. Vous avez aussi les preuves et sources ciblées. Un article légitime cite des sources fiables et présente des preuves pour étayer ses affirmations. L'absence de sources fiables est un signe d'alerte. Ensuite, vous avez la recherche factuelle. Utilisez des sites de vérification de faits tels que Snopes ou factcheck.org pour confirmer l'exactitude des informations. Ensuite, il y a les images et les vidéos manipulées. Les fake news utilisent souvent des images ou des vidéos truquées et donc faites attention. Et dernière chose, une astuce personnelle. Moi, par exemple, j'utilise Google News, une application gratuite, personnalisable, qui vous permet d'avoir des informations du monde entier de façon fiable sur différents thèmes, la politique, la santé, la technologie, etc. J'espère t'avoir répondu, Wassam. Faites preuve de vigilance. Merci et à bientôt pour d'autres réponses à vos questions. Et naturellement, nous avons enregistré de nouvelles questions-réponses que vous allez découvrir dans le numéro 9. Je m'appelle Anani. Est-ce possible d'avoir une application de Photoshop sur mon appareil pour faire conception des affiches? Bonjour, moi c'est M. Fofana. En fait, j'aimerais poser une question. C'est pour savoir comment identifier les mauvais liens. Nous n'allons pas clore ce numéro sans parler du cyber-alerte, de ces petites astuces qui nous permettront de sécuriser, de protéger nos données. Et c'est avec Malik Giraldo. Qu'est-ce que nous allons voir concrètement dans cette rubrique? Nous allons essayer de définir ce que c'est que les mises à jour. Nous allons voir les différents types de mises à jour qui existent. Pourquoi est-il important donc de se soucier des mises à jour? Et enfin, quelques conseils pratiques en ce qui concerne les mises à jour et leur gestion. Une mise à jour est un processus par lequel un logiciel, une application, un système d'exploitation ou un périphérique reçoit de nouvelles fonctionnalités, des améliorations pour optimiser son fonctionnement. Et généralement, ces mises à jour-là sont mises à disposition par les éditeurs ou tout simplement les développeurs de ces applications dont nous venons de parler. Alors, quels sont les différents types de mises à jour qui existent? Principalement, nous avons deux catégories de mises à jour. Nous avons les mises à jour qui permettent l'amélioration des fonctionnalités et de la stabilité. En bref, ces mises à jour-là permettent d'améliorer les fonctionnalités de vos applications ou de votre système d'exploitation. Voici quelques conseils qu'il faut en ce qui concerne la gestion des mises à jour. Pour les professionnels, il est très important de faire une gestion centralisée des mises à jour. Au lieu de faire les mises à jour individuellement sur chaque machine, il est important d'avoir un serveur de gestion centralisée des mises à jour. Et pour le commun des utilisateurs des machines, il est important de faire des mises à jour automatiques. Il est important que les mises à jour soient programmées de façon automatique afin de ne pas oublier cela. Un deuxième élément est qu'il faut choisir le bon moment pour faire les mises à jour
pour ne pas interrompre votre travail. De préférence, il faut les faire au moment où vous n'utilisez pas vos appareils. C'est fini donc Espace Digit de cette semaine. Je vous retrouve dans le prochain numéro. À très bientôt.